y a des moments dans l'histoire financière mondiale où une ligne est franchie sans que personne ne signe de document officiel, sans conférence de presse, sans discours marquant ce passage. Le monde glisse simplement d'un état à un autre, et ce n'est qu'en regardant en arrière, des années plus tard, que les historiens peuvent pointer le moment précis du basculement. Beaucoup pensent que nous vivons peut-être l'un de ces moments, maintenant, en ce début d'année 2026. Pas parce qu'une crise a frappé, pas parce qu'une décision dramatique a été prise, mais parce que des chiffres qui n'avaient jamais été atteints depuis la naissance de l'euro viennent d'être franchis, les uns après les autres, dans un silence qui contraste violemment avec leur importance réelle. Commençons par un seul chiffre, 14,5 milliards d'euros. C'est la somme qu'Amazon a choisi d'emprunter sur les marchés européens au premier trimestre 2026. Ce chiffre n'est pas seulement le plus grand emprunt en euros que l'entreprise ait jamais effectué, c'est le plus grand placement d'euro-obligations internationales de toute l'histoire du marché obligataire européen. Toute l'histoire, depuis 1999. Amazon avait accès aux marchés américains, aux marchés asiatiques, à pratiquement chaque source de capitaux disponible sur la planète. Et elle a choisi Francfort, elle a choisi Paris, elle a choisi les investisseurs qui travaillent en euros. Et Amazon n'est pas seule dans ce mouvement. En 2025, Alphabet, la maison mère de Google, avait déjà levé 13 milliards d'euros sur les marchés européens, répartis en 2 émissions séparées, ce qui en avait fait le plus grand émetteur international d'obligations en euros sur toute l'année. 40% de l'ensemble des obligations d'Alphabet étaient libellées en euros. La Silicon Valley, qui a toujours regardé Wall Street comme son terrain naturel, s'est tournée vers le vieux continent pour lever des milliards comme si c'était devenu la chose la plus évidente du monde. Les raisons pratiques existent, et il faut les nommer honnêtement. Alphabet a consacré 5,5 milliards de ses euros à des investissements en Allemagne, et 5 milliards supplémentaires en Belgique pour développer l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Amazon finance la construction de nouveaux centres de données et l'expansion de l'infrastructure cloud à travers l'Europe entière. Quand on doit acheter des terrains en Allemagne, payer des entrepreneurs à Bruxelles, acquérir des équipements fabriqués en Europe et verser des salaires en euros, il est simplement plus logique d'emprunter directement dans cette devise. Le risque de change disparaît, la gestion financière se simplifie. C'est de l'arithmétique pure, pas de la symbolique politique. Mais voilà ce que l'arithmétique ne peut pas expliquer seule. Si ces volumes sont désormais possibles, c'est parce que les marchés de capitaux européens sont suffisamment profonds, suffisamment liquides, suffisamment matures pour absorber des émissions de cette taille sans être déstabilisés. Il y a 10 ans, un tel chiffre aurait soulevé des questions sérieuses sur la capacité d'absorption du marché. Aujourd'hui, il se place sans crier gare. Ce n'est pas un détail technique, c'est le signe que quelque chose a changé dans la structure même des flux de capitaux mondiaux. La Banque centrale européenne a compilé les données. En 2025, le volume total des obligations internationales et des crédits émis en euros a dépassé 1100 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis la création de l'euro 26 ans plus tôt. Les seules émissions obligataires en euros ont progressé de près de 50% en une seule année. La part de l'euro dans les émissions obligataires internationales mondiales a frôlé les 30%. Dans le même temps, la part du dollar est tombée aux alentours de 60%. 60%, c'est encore une domination incontestable. Mais la trajectoire, elle, pointe dans une direction que les défenseurs du statu quo préféreraient ne pas voir trop clairement. Maintenant, voici ce qui mérite vraiment une attention particulière. Parce que c'est là que la réalité dépasse la simple arithmétique des émissions obligataires. Il ne s'agit plus seulement de qui emprunte dans quelle devise. Il s'agit de la manière dont les investisseurs réagissent en situation de crise. Et cette réaction a commencé à changer d'une façon qui aurait semblé improbable il y a encore 5 ans. Pendant des décennies, il existait dans la finance internationale une règle quasi absolue. Quand la peur s'installe sur les marchés, une guerre, un choc économique, une crise politique, les capitaux affluent vers le dollar et les actifs américains. Le billet vert se renforce, les bons du trésor américain montent. Ce réflexe était aussi automatique qu'un mécanisme horloger bien huilé. Il n'avait pas besoin de justification, c'était la définition même d'un actif refuge, quelque chose vers lequel on court quand tout le reste vacille, non pas parce qu'on l'a analysé ce matin-là, mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours. Mais au printemps 2025, lors du choc tarifaire déclenché par les décisions commerciales de Washington, ce mécanisme s'est grippé. La Banque centrale européenne l'a documenté avec précision dans son analyse. L'euro s'est renforcé, pas parce que l'économie européenne était soudainement florissante, mais parce qu'une partie des investisseurs cherchait explicitement à s'éloigner du risque américain. L'euro a évolué en parallèle du franc suisse et du yen japonais, 2 devises que le marché considère depuis des générations comme des refuges absolus. Le dollar, lui, a décliné au moment précis où,
Selon l'ancienne logique, il aurait dû progresser. Ce fut la première fois que ce déplacement était aussi net, aussi documenté, aussi difficile à ignorer. Mais la suite allait montrer que ce n'était pas une anomalie. En janvier 2026, la crise autour de la souveraineté du Groenland, un épisode qui a mis en lumière la profondeur des tensions géopolitiques entre l'Europe et Washington, a provoqué une nouvelle vague d'incertitude sur les marchés, et le même schéma s'est reproduit à l'identique. Puis les tensions militaires autour de l'Iran ont généré une nouvelle pointe de volatilité, et une nouvelle fois, une fraction des capitaux a choisi de quitter les actifs américains plutôt que de s'y réfugier. 3 chocs différents, 3 fois la même réaction. La statistique ne permet pas de parler de coïncidence à partir du 3e cas. Joachim Nagel, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a pris la parole publiquement sur ce sujet. Et ce sont des hommes qui soupèsent chaque formulation, qui savent que leurs mots peuvent déplacer des marchés. Il a déclaré sans détour que les doutes sur le statut du dollar en tant qu'actif refuge s'étaient renforcés, et il a averti que cette érosion de confiance pourrait se révéler durable. Ce n'est pas un commentaire sur un réseau social ou une opinion d'économiste, c'est l'un des banquiers centraux les plus influents de la planète qui dit, dans l'exercice de ses fonctions, que le château fort de la domination financière américaine présente des fissures que lui-même juge préoccupantes. Et les chiffres de réserve mondiale sont encore plus tranchants. Les bons du Trésor américain ne représentent plus que 22% des réserves combinées des banques centrales du monde entier. Pendant des décennies, ils constituaient la fondation évidente, indiscutée, de toute réserve officielle sérieuse. Le placement par défaut. La chose qu'on détenait sans avoir besoin de se justifier auprès d'un conseil d'administration ou d'un parlement. L'or, pendant ce temps, a atteint 27% des réserves mondiales. Il a dépassé les bons du Trésor américain. Pour la première fois depuis une époque dont beaucoup d'analystes actifs ne se souviennent pas, c'est le métal jaune qui représente la plus grande part unique des réserves des banques centrales mondiales. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et laissez un like. Ce renversement n'est pas le résultat d'une mode passagère ou d'une réaction émotionnelle à une crise ponctuelle. Il révèle une logique froide, pragmatique, que des dizaines de banques centrales ont intégrée indépendamment les unes des autres à partir d'observations convergentes. Cette logique est la suivante. L'or ne peut pas être gelé depuis Washington. Aucune décision prise dans le bureau ovale, au département du Trésor, au Congrès américain, ne peut rendre l'accès à une tonne d'or physique stockée dans un coffre de Varsovie, de Lagos ou de Kuala Lumpur, conditionnel à une bonne conduite politique. C'est la propriété la plus précieuse que puisse avoir un actif de réserve dans le monde, tel qu'il est devenu depuis 2022. En 2022, les réserves russes détenues dans les systèmes financiers occidentaux ont été bloquées. Une décision sans précédent moderne, qui a montré que des centaines de milliards de dollars pouvaient disparaître de la disponibilité d'un État souverain en quelques heures. En 2026, de nouveaux actifs iraniens ont été saisis dans des conditions qui ont rappelé à beaucoup ce premier précédent. Ces 2 événements ont été observés, enregistrés et incorporés dans des modèles de risque par des dizaines de gouvernements, dont les noms n'apparaissent dans aucun des communiqués officiels liés à ces décisions. Ces gouvernements n'ont pas nécessairement fait de déclarations publiques sur le sujet, mais leurs banques centrales ont commencé à acheter de l'or à un rythme soutenu. La conclusion qu'elles ont tirée n'est pas difficile à décoder. Un actif de réserve, dont la disponibilité peut devenir conditionnelle à la qualité de vos relations diplomatiques avec Washington, n'est pas entièrement un actif de réserve. C'est aussi, potentiellement, un levier de pression entre des mains étrangères. Mais l'or, malgré toutes ses vertus souveraines, se heurte à une limite que personne ne peut contourner. Il ne finance pas des importations, il ne soutient pas des flux commerciaux, il ne fournit pas la liquidité d'urgence qu'une banque centrale doit mobiliser quand un choc frappe les marchés à 3 heures du matin. L'or est un réservoir de valeur politique, pas un instrument de paiement quotidien dans un système mondial d'échange qui brasse des milliers de milliards de transactions chaque année. C'est précisément à ce point que l'euro entre dans l'équation, non pas comme un symbole d'une Europe qui chercherait à défier Washington rhétoriquement, mais comme une solution fonctionnelle à un problème d'ingénierie financière très concret. L'euro ouvre l'accès à des marchés de capitaux profonds, à des obligations négociables sur des marchés liquides, à des systèmes de paiement opérationnels, à la 2e infrastructure financière mondiale en termes d'ampleur. Pour une banque centrale qui cherche à réduire son exposition au dollar sans abandonner la liquidité nécessaire à ses fonctions quotidiennes, l'euro est l'option la plus naturelle, la plus disponible, la plus immédiatement fonctionnelle. Et Francfort a commencé à construire quelque chose qui pourrait transformer cette option de second rang en quelque chose de structurellement robuste.
En mars 2026, l'Eurosystème a annoncé que les lignes de repo en euros, des mécanismes permettant à des banques centrales étrangères d'obtenir temporairement de la liquidité en euros en déposant des actifs en garantie, deviendraient disponibles en permanence pour les banques centrales du monde entier. Cette annonce a passé presque inaperçue dans les grands médias généralistes, mais dans le monde feutré des banquiers centraux et des gestionnaires de réserves institutionnelles, c'est une décision qui a été lue avec une attention extrême, parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental. Voici ce qu'elle signifie concrètement. Si une banque centrale étrangère se retrouve à court de liquidités en euros, parce que les marchés se grippent soudainement, parce qu'un choc extérieur bloque l'accès au financement normal, parce qu'une crise régionale désorganise les flux de capitaux, elle peut désormais apporter des actifs éligibles à l'eurosystème et recevoir en retour des euros. Sans devoir liquider des obligations en urgence sur un marché en chute libre, à des prix qui cristallisent des pertes massives, sans devoir passer un appel à Washington, sans que l'accès à cette liquidité dépende d'une relation politique avec la Maison-Blanche ou une commission du Congrès américain. Ce mécanisme précis est l'un des piliers qui ont permis au dollar de maintenir sa domination pendant des décennies. La Réserve fédérale disposait d'accords de swap de change avec les principales banques centrales mondiales, ce qui signifiait que dans une crise globale de liquidité, des dollars pouvaient affluer là où ils étaient nécessaires. Ce réseau de sécurité n'était pas gratuit politiquement. Il impliquait des relations entretenues, des obligations implicites, une forme de dépendance acceptée. Mais il fonctionnait. Et il rendait rationnel, même pour des pays sans affection particulière pour la politique étrangère américaine, de conserver des dollars comme première ligne de défense contre les crises de liquidité. La BCE est en train de construire l'équivalent pour l'euro. Pas encore à la même échelle, pas encore avec la même profondeur, mais la structure est là. Et les gestionnaires de réserve qui réfléchissaient à augmenter leur position en euros se heurtaient jusqu'ici à une question légitime qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Et si on a besoin de liquidités d'urgence en euros au moment le plus critique et que personne ne peut nous en fournir? Cette question a maintenant une réponse différente de ce qu'elle était 12 mois plus tôt. Dans un monde où la confiance se construit sur des mécanismes concrets et vérifiables plutôt que sur des promesses diplomatiques, c'est exactement le type de signal qui déplace des positions d'allocation d'actifs. Et les grandes institutions qui gèrent l'épargne de millions de personnes ont commencé à l'intégrer dans leurs propres calculs. Des fonds de pension danois et néerlandais ont réduit leurs expositions aux bons du Trésor américain. Le Centre de réforme européenne a documenté que la pression sur le dollar ne vient pas seulement de ventes directes d'obligations américaines. Elle vient d'une mécanique plus subtile, plus difficile à quantifier à première vue, mais peut-être plus significative sur le long terme, la couverture de change. Voici comment cela fonctionne en pratique. Un fonds de pension peut continuer à détenir des obligations américaines pour les rendements qu'elles procurent, pour la diversification qu'elles offrent dans un portefeuille global, tout en achetant simultanément une protection contre une dépréciation du dollar. Il continue à percevoir ses coupons, mais il ne porte plus le risque de change intégral. Cette opération change fondamentalement la nature de son exposition. Il ne parie plus sur la stabilité du dollar. Il en réduit l'exposition nette, méthodiquement, comme une assurance souscrite contre un risque jugé réel, mais difficile à dater précisément. Quand des fonds qui administrent des retraites nationales entières, des dizaines de milliards d'euros d'épargne accumulés par des millions de travailleurs sur des décennies, commencent à payer pour se protéger du dollar, ce n'est plus une opération spéculative de salle des marchés, c'est de la gestion de risques standard, documentée, instituée comme politique. Et ces décisions sont prises pour des raisons que leurs gestionnaires mentionnent de plus en plus ouvertement. Une concentration excessive dans les actifs américains accumulés sur des années, une incertitude croissante autour de la politique économique de Washington, des inquiétudes sur l'indépendance opérationnelle de la Réserve fédérale, et la probabilité, pas la certitude, mais la probabilité jugée sérieuse, d'une dépréciation supplémentaire du billet vert dans un horizon de 5 à 10 ans. Ce dernier élément mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il n'est pas abstrait. Le gouvernement américain doit emprunter environ 900 milliards de dollars d'ici octobre 2026. La dette fédérale dépasse déjà 39 000 milliards de dollars. Les seuls paiements d'intérêts annuels approchent désormais le billion de dollars, un chiffre qui aurait semblé extravagant, presque impossible, il y a 20 ans. Les détenteurs étrangers de bons du Trésor réduisent leur position au rythme le plus rapide des dernières années. Et Washington doit néanmoins trouver des acheteurs pour des émissions toujours plus volumineuses, dans un contexte où les marchés anticipent de possibles hausses de taux supplémentaires pour contenir l'inflation. Pour attirer des acheteurs dans ces conditions, il y a essentiellement deux options. Offrir des rendements plus élevés, ce qui augmente mécaniquement la charge d'intérêt et aggrave le déficit dans un cercle vicieux.
ou convaincre les marchés que la trajectoire fiscale est tenable, ce qui est difficile à faire de façon crédible quand le déficit annuel dépasse les 2000 milliards de dollars. Les deux choix comportent des coûts sévères, et les gestionnaires de fonds qui analysent froidement ces trajectoires commencent à modéliser des scénarios que leurs prédécesseurs de 2015 n'auraient pas jugé utile de simuler, parce que ces scénarios semblaient alors trop improbables pour mériter du temps de calcul. Il y a également une dimension que les chiffres purs ne peuvent pas capturer, mais qui modèle probablement le long terme plus que n'importe quel indicateur de marché. Un sondage publié par le Comité européen il y a quelques semaines a révélé que 9 Européens sur 10 ne considèrent plus les États-Unis comme un allié. 9 sur 10. Ce chiffre doit être laissé respirer un instant pour en saisir la portée réelle. On ne parle pas d'un glissement d'opinion marginal ou d'une réaction conjoncturelle à une controverse ponctuelle. On parle d'un basculement de masse dans des sociétés qui ont été les piliers de l'Alliance Atlantique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des sociétés dont les gouvernements ont structuré leur politique étrangère, leur politique de défense et leur politique économique autour de la relation avec Washington pendant 70 ans. L'opinion publique ne dicte pas directement les décisions d'allocation d'actifs d'un fonds de pension ou d'une banque centrale, mais elle crée le contexte politique dans lequel ces décisions sont prises, défendues et justifiées. Elle rend politiquement acceptable, parfois politiquement nécessaire, de diversifier loin du dollar. Elle crée une pression vers l'autonomie européenne dans les paiements, dans les réserves, dans la défense, dans l'énergie, dans la technologie. Et quand la logique financière et la pression politique convergent dans la même direction en même temps, les changements s'accélèrent de façon non linéaire. Il serait intellectuellement malhonnête d'ignorer les avantages considérables que le dollar conserve. Il représente encore plus de la moitié de toutes les transactions dans le système SWIFT. Il est profondément intégré dans le commerce mondial, dans le système bancaire international, dans les marchés de dettes souveraines et de dérivés. La liquidité du dollar à ce stade n'a pas d'équivalent réel, et cette propriété ne se remplace pas en quelques années de décisions politiques, aussi déterminées soient-elles. Le marché des bons du Trésor américain reste le plus large et le plus liquide du monde. Ces infrastructures ont été construites sur des décennies, et elles créent une inertie massive que personne ne peut surmonter par décret. Mais la domination du dollar repose sur 3 piliers distincts. La liquidité, c'est le premier, et il tient encore. La prévisibilité du cadre juridique et politique américain, c'est le deuxième. Et la confiance dans la soutenabilité à long terme des finances publiques américaines, c'est le troisième. Ce sont précisément ces deuxième et troisième piliers qui sont sous une pression inédite depuis des décennies. Le gel des réserves russes, la saisie d'actifs iraniens, les menaces politiques autour du Groenland, les pressions sur l'indépendance de la Fed, ces événements ont introduit une variable nouvelle dans les modèles de ceux qui décident où stocker la valeur sur le long terme. Cette variable s'appelle le risque politique. Et contrairement au risque de taux ou au risque de crédit, il ne se quantifie pas proprement dans les modèles de valorisation standard. Il n'y a pas de formule pour le faire disparaître dans une équation. Mais une fois qu'il est intégré dans la pensée d'un gestionnaire de réserve ou d'un directeur financier, il ne disparaît pas. Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Les projections pour cette année donnent une idée de l'ampleur de ce qui pourrait se construire sur ce terrain déjà préparé. Le volume des obligations internationales en euros pourrait dépasser 1300 milliards de dollars en 2026. La part de l'euro dans les réserves mondiales pourrait repasser au-dessus de 22% pour la première fois depuis 2021, un niveau qui semblait hors de portée il y a encore 3 ans. Ce sont des chiffres qui ne font pas les unes des journaux grand public, mais ce sont des chiffres que les banques centrales et les fonds institutionnels suivent avec une attention que leurs déclarations publiques ne reflètent pas toujours fidèlement. Et il y a un dernier signal qui mérite une mention particulière, parce qu'il vient d'un endroit que beaucoup n'auraient pas anticipé. La Chine a commencé à émettre des obligations en euros. Pékin, qui développe simultanément des systèmes de paiement alternatifs au SWIFT, pousse le yuan dans les échanges commerciaux bilatéraux et accumule de l'or à un rythme soutenu depuis plusieurs années. Pékin émet aussi des obligations en euros sur les marchés européens. Les motivations chinoises sont fondamentalement différentes de celles d'Amazon ou d'Alphabet. La Chine joue plusieurs parties en même temps, et l'une d'elles consiste à rester connectée au marché de capitaux européens tout en réduisant structurellement sa dépendance à l'infrastructure financière américaine. Ce n'est pas un hasard de calendrier, c'est une stratégie qui s'inscrit dans une réorganisation délibérée des dépendances financières de Pékin. Ce que tout cela dessine, pris dans son ensemble, ressemble moins à un plan concerté, orchestré depuis un quartier général invisible,
qu'à la convergence organique de milliers de décisions individuelles, prises pour des raisons différentes, dans des contextes différents, mais qui pointent toutes dans la même direction générale. Des gérants technologiques américains qui empruntent en euros pour financer leur expansion. Des banques centrales qui accumulent de l'or à des niveaux records. Une BCE qui crée l'infrastructure de liquidité d'urgence qui manquait à l'euro pour prétendre sérieusement au statut de monnaie de réserve de premier rang. Des fonds de pension qui couvrent leur risque dollar comme s'il était devenu une variable à gérer activement et non plus une constante sur laquelle s'appuyer. Des populations européennes qui ont rompu psychologiquement avec l'idée d'une Amérique naturellement alliée. Une Chine qui diversifie dans tous les sens simultanément. L'histoire monétaire enseigne quelque chose que les acteurs au centre de cette histoire préféreraient peut-être ignorer. Les changements de monnaie de réserve dominante ne se produisent pas lors d'un sommet international qui décrète solennellement que les règles ont changé. La livre sterling n'a pas cédé sa place au dollar après une réunion décisive entre des délégations. Ce processus a pris des décennies. Il a été façonné par des guerres, des crises, des milliers de décisions pragmatiques prises par des acteurs qui ne se coordonnaient pas et qui, ensemble, ont créé un mouvement que personne n'avait planifié dans sa totalité. La livre sterling a perdu la partie sans que personne ne le déclare formellement. Le monde a simplement progressivement préféré le dollar, pour des raisons techniques d'abord, puis par inertie, puis parce que c'était devenu l'infrastructure dans laquelle tout le reste fonctionnait, et sortir de cette infrastructure coûtait plus cher que d'y rester. Le paradoxe de la situation actuelle est d'une cruauté particulière pour Washington. Plus les États-Unis utilisent le dollar comme instrument de pression géopolitique, sanctions ciblées, gel d'actifs, menaces d'exclusion du SWIFT, conditionnalité diplomatique, plus ils érodent précisément la confiance universelle qui fait que le monde entier voulait tenir des dollars en premier lieu. C'est un cercle dans lequel chaque utilisation offensive affaiblit la fondation même qui rend cet usage offensif possible. Et ceux qui observent ce processus avec le plus d'attention ne se trouvent pas nécessairement à Paris ou à Bruxelles. Ils se trouvent à Shanghai, à Riyad, à New Delhi, à Jakarta, à Séoul. Dans des capitales qui calculent froidement, sans affect, quel est le coût réel de dépendre d'une infrastructure financière qui peut se transformer en contrainte politique à n'importe quel moment, sur décision d'un gouvernement étranger dont les priorités ne coïncident pas nécessairement avec les leurs. La vraie question n'est pas de savoir si le dollar va s'effondrer dans les prochains mois. Il ne va pas s'effondrer. La vraie question est de savoir combien de temps les États-Unis peuvent maintenir l'ensemble de leurs ambitions géopolitiques, la capacité à imposer des sanctions avec effet immédiat mondial, à exclure des acteurs du système financier international, à exercer une pression sur les marchés de capitaux. Si la base financière qui rend tout cela possible continue de s'éroder, lentement, méthodiquement, décision après décision, trimestre après trimestre, réallocation après réallocation. Cette question ne trouvera pas sa réponse dans un communiqué de presse ou lors d'un sommet du G7. Elle se résout dans des bureaux que personne ne photographie, dans des décisions que personne ne met en scène, dans des réallocations progressives de capital, dont l'effet cumulé ne sera pleinement visible qu'une fois qu'il sera déjà irréversible. L'infrastructure de ce qui pourrait être un monde financier structurellement différent est déjà en construction. Peut-être sans que ces bâtisseurs aient collectivement décidé de l'ériger. Peut-être avec des motivations si diverses et si contradictoires entre elles qu'appeler ça un projet coordonné serait une exagération. Mais le résultat, lui, prend forme. Et ce qui vient ensuite ne sera peut-être pas annoncé. Ce sera peut-être simplement un matin où quelqu'un additionnera les chiffres, les réserves, les émissions, les positions de couverture, les achats d'or, les lignes de repo activées, les flux dans SWIFT, et constatera que le monde dans lequel nous vivons n'est plus tout à fait celui qui existait encore il y a quelques années. Pas parce qu'une décision l'a changé du jour au lendemain, parce que 1000 décisions silencieuses l'ont déjà changé, et que le coup le plus important est peut-être encore à venir.